Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Un jour un éveil, le podcast où on vous parle de spiritualité de manière décomplexée. Aujourd'hui, c'est un de ces fameux épisodes où je vous parle de moi. Alors là, je veux vraiment encore plus vous parler de moi que dans les épisodes, consacrés à ce sujet, car vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé mon parcours, à m'avoir demandé ce que j'avais fait, en termes d'études, de travail et cetera et c'est vrai qu'en fait, je parle beaucoup de mes aventures, mais je parle, très peu de ce que j'ai fait à côté, donc c'est vrai qu'on a l'impression que, que je suis sans cesse en train de me balader et cetera et cetera. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Donc c'est un épisode un petit peu plus terre à terre, mais qui toutefois, vous verrez, va quand même être ponctué de moments de connexion, de messages et de spiritualité, bien évidemment. Si nous repartons donc au tout début, alors je ne vais pas vous faire toute ma vie, mais j'ai l'impression que ce qui vous intéressait en tout cas, c'est à partir, de mes études. Donc je n'étais pas forcément une très bonne élève car, bah, bien évidemment, comme, personne, alors j'aime pas, tous ces termes de ZEP, de machin, de bidule, mais bon, vous m'aurez compris en tout cas, de personnes étant hypersensibles sur, plusieurs, aspects. L'école n'était pas forcément adaptée à moi, même si elle est adaptée à certains, en tout cas elle n'était pas adaptée à moi et donc j'ai eu, beaucoup de difficultés à l'école. Je devais travailler, je pense, vraiment, 5 ou 10 fois plus que les autres pour arriver, à un résultat qui, était plutôt médiocre. Ce qui a entraîné le fait de, ne pas forcément, avoir, voilà, beaucoup d'aisance et de facilité, à l'école. Et par la suite, j'ai, du coup, eu une expérience, alors ça c'est pareil, je le raconterai peut-être un jour, mais en tout cas, c'était assez compliqué. J'ai dû partir, donc comme vous avez déjà eu dans certains épisodes, le récit, en Irlande, toute seule pendant 1 an quand j'avais 15 ans et j'ai fait donc, c'était l'équivalent de la troisième seconde en Irlande. Donc ça, vous savez déjà l'histoire. Puis, je suis rentrée et donc j'ai pu intégrer une classe européenne vu que je parlais, alors pas encore tout à fait anglais, mais en tout cas je parlais espagnol couramment et puis je me débrouillais un petit peu en anglais, et donc j'ai pu intégrer une classe européenne. Ce qui faisait qu'en fait je me retrouvais avec, la crème de la crème, ce qu'on appelle l'élite, les meilleurs, alors que c'était pas du tout mon univers et que surtout je n'avais pas du tout ce niveau-là. Donc j'avais vraiment l'impression d'être une fraude, un éléphant dans la pièce, enfin c'était vraiment, assez désagréable. Ça n'a pas forcément été mes meilleures années du coup, j'ai, assez mal vécu, la compétition, l'élitisme, et cetera. Et puis, le lycée s'est terminé, on m'avait, plutôt poussée dans une direction qui était les sciences politiques. Alors, pour plusieurs raisons. Encore une fois, je ne peux pas forcément approfondir ça, c'est pas forcément le plus important. Donc j'ai fait une, bi-licence à la Sorbonne qui je ne sais pas si elle existe encore, mais en tout cas à l'époque, c'était une bi-licence d'histoire et de sciences politiques. Donc on faisait les 2 licences en même temps. Et donc ce programme à la Sorbonne durait 3 ans, c'était pour la licence uniquement. Donc j'ai fait ce programme avec, des aléas puisque au milieu de la licence, après la L1, j'ai fait ma dépression, donc j'ai dû faire une pause, et puis j'ai eu la chance de reprendre, et de pouvoir, réussir ma L2, et voilà et puis, suite à ma L3, j'avais dans tous les cas pour but de faire mon année, en Inde puisque comme j'avais toujours su depuis mes 7 ans que je voulais vivre en Inde et que j'allais aller vivre en Inde, comme je vous l'avais déjà raconté, j'ai décidé, de tout organiser pour pouvoir partir en Inde. Donc j'ai trouvé un travail, et cetera, et cetera, et cetera et puis j'ai annoncé à mes parents que je partais en Inde donc ils ont juste, demandé à ce qu'en fait, je me mette en contrôle terminal pour mon master, parce qu'à la base, j'avais prévu de ne pas du tout m'inscrire à un master, à ne pas continuer, en fait, cette année-là et à reprendre l'année suivante un master en relations internationales et donc là, ils m'avaient juste demandé de au moins m'inscrire en contrôle terminal, hem, à ce master de relations internationales. Ce que j'ai fait et donc je suis partie en Inde, tout ce M1. Et donc j'ai fait, cette année-là.
C'est d'autres histoires, encore une fois, ce sera d'autres podcasts et par la suite, je suis rentrée, j'ai passé tous mes partiels de toute l'année en 2 semaines et demie. Je me souviens, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé, pendant, 2 semaines. J'ai juste étudié et passé des examens. Ça a été extrêmement intense. Hem, Ça m'a fait louper le mariage, du coup d'une de mes meilleures amies, israélienne, dont vous avez entendu parler dans un des podcasts, d'avant, parce que j'avais un des rattrapages du 1er semestre, puisque bien sûr je n'étais pas rentrée, hein. Je pouvais pas rentrer, enfin pendant que j'étais en Inde, j'avais décidé de ne pas rentrer pour des questions d'avion, d'argent et cetera. Donc je passais tous mes rattrapages du 1er semestre, puis les autres partiels du 2e semestre, donc tout tombait, en même temps et donc, il y avait voilà une session qui tombait pendant le mariage alors que j'étais la témoin, de Zohar. Donc ça fait vraiment, j'avais, je me souviens, fait ma robe sur mesure, en Inde, dans les couleurs, de son mariage et cetera et c'est vrai que ça avait été vraiment un déchirement de pas pouvoir aller à ce mariage. Mais bon, comme, j'avais déjà passé tous ces examens et mis tellement d'efforts, je m'étais dit que pour un examen et là, si je le passais pas, j'avais juste pas mon année, c'était sûr. Bon, il y avait peu de chances que j'aie mon année, vraiment très peu de chances, mais je voulais, tout essayer si je pouvais, m'enlever, on va dire, une année d'études, pour moi, c'était, vraiment, le jackpot. Donc j'ai tout donné et j'ai eu mon année, à 10,0001. Ce n'est pas une blague. J'ai le papier certifiant, donc c'était vraiment, voilà, c'était ridicule. Je n'ai pas mis une seule fois les pieds, dans un amphithéâtre ou dans une classe de l'année, vraiment zéro. Tous mes copains m'avaient donné les cours et j'ai bien sûr, hein, par contre, énormément travaillé sur mon mémoire. J'avais, un super maître, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bon, qui de un tuteur de mémoire, non, ça s'appelle pas comme ça. Bon, vous trouverez vous-même. Je à quel point je m'en souviens de cette période, c'est vous dire. Donc qui m'avait vraiment suivie dans mon projet, qui était très contente que je puisse, aller en Inde et pour le coup, j'avais fait une vraie étude. J'avais travaillé sur la femme en politique en Inde. J'étais allée interviewer la maire de notre ville dans laquelle je vivais. J'avais fait, plein de questionnaires, des interviews avec des indiennes et cetera. Donc c'était vraiment intéressant. Ce mémoire, je l'avais, travaillé, extrêmement, donc et c'est ce qui d'ailleurs a fait la grosse partie de ma note et qui a fait que j'ai pu avoir cette année-là. Donc mon M1, je ne l'ai pas fait, voilà, soyons honnêtes. J'ai passé, par contre une année, beaucoup plus, je pense, enrichissante et qui m'a appris énormément où, bah, donc j'ai été prof d'espagnol, de français dans un institut. Nous avons, monté cet institut ensemble avec le couple de Français. Enfin, ils avaient déjà commencé à le monter, mais on a continué le projet, à accueillir les professeurs, à mettre en place un système pédagogique, et cetera et cetera et puis avec, tout ce qu'il y avait autour donc c'était vraiment, très, très riche en enseignements. Puis la vie en collectivité, à la campagne avec des Indiens, avec, toutes nationalités et cetera. C'était vraiment, puis rien que vivre en Inde dans tous les cas, je pense que, ça m'a appris beaucoup plus, que m'aurait appris, une année de master en relations internationales, même si je n'en doute pas que les cours étaient, très intéressants, parce que, les sujets étaient passionnants. Mais, en tout cas, c'était, pour l'époque et à ce moment-là, pour moi, pas du tout, ce qui m'intéressait. Donc, ayant mon M1 et puis passionnée maintenant de l'Inde et puis, de toute cette, zone-là, je me suis inscrite à un master 2 en géopolitique, et en rivalité des territoires. Et donc, avec une spécialisation sur l'Inde et j'étais également, à l'INALCO, donc en licence 1 de hindi puisque je voulais approfondir mon hindi, savoir vraiment correctement le lire et l'écrire. Heu, donc voilà, j'ai fait ça en parallèle et donc j'avais déjà et toujours en fait, bah, la moitié de mon temps, un pied en Inde donc, je faisais, toutes mes vacances en Inde et même une partie, du temps en Inde, quand je pouvais. Je devais faire un stage, c'était un M2 assez professionnalisant, donc j'avais un stage assez important à faire de 6 mois que j'ai eu la chance de faire, dans un organisme, une association qui faisait de la coopération décentralisée. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose-là? En gros, c'est
l'équivalent des jumelages et donc j'étais, dans le pôle des, toutes la les relations entre la France et la Russie et la France et le Japon, et tout ce qui était communication, organisation d'événements, entre les pays. Donc je travaillais, bah, avec, toutes les ambassades, les maires, les députés et cetera, les ambassadeurs, et autres et on organisait beaucoup de choses, on faisait beaucoup de choses. J'ai donc découvert la politique directement, au plus profond, et de manière intime, et donc comme, on travaillait, avec tous bords, hein, il y avait pas, enfin vu que c'est une association et que c'était vraiment de la coopération entre les pays, il y avait, droite, gauche, extrême droite, enfin peu importe, et donc j'ai pu, vraiment découvrir ce que c'était que la politique, ce que c'était que les hommes politiques puisque je les côtoyais vraiment au quotidien et tous les tout dans tous les pays et dans voilà, encore une fois dans tous les domaines et bah, tout simplement, sur le moment, j'ai pas forcément compris le message, mais c'est mon corps qui m'a parlé, où j'étais tout le temps malade, ça n'allait jamais, j'étais vraiment très, très mal. Beaucoup de choses, je voilà, je me dégradais au fur et à mesure et à un moment, j'ai vraiment compris, j'ai compris ce qui se passait. Alors, de manière assez forte, quand même, puisque c'est une de mes collègues qui était en charge du pôle Afrique, qui a fait un burn-out et qui a voulu sauter par la fenêtre alors qu'on avait, tous les maires, d'Afrique, toute la délégation d'Afrique qui était présente, sur les lieux, et voilà et ça c'était trop, il y avait eu trop de choses à ce moment-là, et donc elle a eu un vrai, burn-out et à ce moment-là, je me suis dit: «C'est pas sain et il y a quelque chose qui va pas. Il y a un c'est pas comme ça que fonctionnera, bien le monde, en tout cas, c'est pas dans ça que je crois, et voilà et donc j'ai fini mon master, 2, j'ai eu, alors c'est encore une blague parce que j'ai eu, je crois, 19 quelque chose, enfin là, pour le coup, on était loin des 10, j'étais vraiment, j'ai eu une mention, excellent ou quoi que ce soit, je me souviens plus exactement, mais comme quoi ça n'a pas beaucoup d'importance au final. Mais voilà, là mon mémoire de fin d'études plus, le fait que ce soit sur l'Inde, que j'ai beaucoup voilà, il y avait beaucoup de choses, passionnantes dans ce master. Donc j'avais fini mes études et puis que faire? Que faire par la suite? Puisque au final, je m'étais bien rendu compte que, la politique et les relations internationales n'étaient pas faites pour moi. Bon, depuis déjà, environ 5 ans, j'étais, directrice, enfin animatrice et directrice de séjours pour les adultes handicapés mentaux puisque, c'est le domaine dans lequel, mes 2 parents travaillaient donc j'avais, la chance, de pouvoir avoir cette expérience. J'avais fait mon BAFA, ma spécialisation handicap et cetera. Donc j'avais vraiment beaucoup d'expérience auprès des enfants, auprès, du public, handicapé. Donc j'ai continué là-dedans, j'ai travaillé un petit peu, voilà, dans diverses associations, mais sans toutefois, être, vraiment transcendée et donc j'ai décidé de repartir en Inde parce que mes amis montaient un nouveau projet d'un restaurant, café, associatif, pour, faire des cafés débats, et cetera et puis donc je suis repartie en Inde et j'ai participé au projet. J'ai fait une sorte d'audit parce que le projet fonctionnait, mais avait des dysfonctionnements quand même assez importants. Donc, j'ai été là pour vraiment, étudier les profils de chaque personne, la situation et de mettre en place des organisations, voilà, pour que ça fonctionne. Et puis, les choses se sont mises au fur et à mesure, voilà, parce que c'est l'Inde et donc les choses, se créent un peu comme ça, spontanément. Et à l'époque, donc j'étais dans une période où j'avais arrêté la cigarette donc je fumais de la cigarette électronique et donc j'étais, au café, parce qu'on avait des roulements donc je travaillais aussi au café et puis, en bas, on avait fait aussi un centre aéré pour les enfants. Enfin, voilà, il y avait plein de choses qu'on organisait. Il y avait une galerie d'art, il y avait toujours les cours, pour, les cours aussi de langue et cetera et donc j'avais toujours ma cigarette électronique et les Indiens n'avaient jamais vu ça parce que ça n'existait pas en Inde. Il n'y avait pas encore de cigarette électronique en Inde et donc tous mes amis indiens, tous les clients du café me demandaient à chaque fois: «Beh, la prochaine fois, ramène-moi une, ramène-moi une, ramène-moi une» et ce qui fait qu'en fait, j'avais des commandes, je sais pas, enfin, par trentaine. Donc je revenais tous les 2 mois. En fait, je faisais 2 mois en France où je travaillais pour l'association de mon papa en tant que chargée de mission pour organiser les séjours, adaptés et puis je travaillais et puis 2 mois en France,
ou 2 mois en Inde, pardon, où je travaillais au café et j'organisais un peu les choses. Et donc, à chaque fois que je revenais avec dans mon sac à dos, alors je pense que c'est une valise complètement illégale, mais sur le moment, je m'en rendais pas du tout compte. Je pense que j'avais dix saucissons, puisqu'à l'époque, on mangeait du saucisson et qu'il y en avait pas en Inde, et puis, 10 saucissons et 30 cigarettes électroniques et puis, les liquides qui allaient avec. Et puis, bah, au bout de 2 allers-retours, comme ça, je me suis dit que là, ça n'avait aucun sens, enfin vraiment, de faire ça. Et donc avec les copains, comme le café avait un vrai problème au niveau de la trésorerie et que c'était pas du tout rentable, on a eu l'idée d'ouvrir le premier magasin de cigarettes électroniques en Inde, directement sur place, de faire importer de manière légale les cigarettes, vu qu'il y avait une telle demande. Et puis, bah, que, les parts des bénéfices que ferait ce magasin seraient utilisées pour tout ce qui, concernait, la partie associative, du restaurant, de l'accueil, des enfants, de la galerie d'art et cetera et cetera. Bon, c'était bien sûr, hein, très utopiste et nous étions jeunes et fougueux et pleins de rêves, mais c'est comme ça que les choses se créent, hein. Et donc, nous avons monté ce magasin de cette franchise, franco-indienne. Nous avons eu, les 2 entreprises, Sigup, et nous avons monté le premier magasin de cigarettes électroniques en Inde. Donc c'était assez incroyable, on est allé très loin dans notre projet. Moi je faisais les allers-retours, je gérais les 2 équipes, parce qu'on avait une équipe en France et une équipe, en Inde. Et puis voilà, ça s'est passé, avec beaucoup de hauts et de bas comme vous pouvez vous l'imaginer. C'était quand même très folklorique et voilà, et beh, j'ai vraiment, découvert, un monde, et je pense que là, c'est ma formation, comme je dis, c'est mon école de commerce. Mais en accéléré, où j'ai appris, bah, à monter un business, à comment, monter une entreprise, faire du coup des rendez-vous avec des avocats pour, faire des montages, et cetera et cetera. Donc il y avait vraiment tout, la partie, compta, la partie, gestion d'équipe, et puis avec une culture, une langue, un fonctionnement différent, gérer des stocks, faire un site internet et cetera et cetera. Donc, je vous passe tous les détails, mais c'était passionnant et très instructif. Voilà. Après, le projet a été, modifié, puis a pris fin, par la suite, pour des raisons plus humaines que, voilà, puis de manque, je pense, d'investissement de certaines personnes et cetera. Donc et de sûrement aussi, non, de problématiques de moi qui n'étais pas non plus, je pense, complètement, à ma place, dans ce business, puisqu'au final, c'était loin de mes valeurs, de mon fonctionnement, de mes rêves. Après, je trouvais ça marrant et voilà, mais c'est vrai qu'il y avait quand même quelque chose qui me manquait là-dedans, même si l'expérience, je la trouvais très intéressante. Et donc, quand ça s'est fini, j'étais avec, bah, mon mari actuel. Nous sommes allés, faire ce qu'il fallait en Inde pour faire la passation, à une amie et cetera. Et puis, nous avons après, emménagé donc, à Hong Kong. Là, j'étais libre en quelque sorte, je n'avais vraiment plus, d'occupation. J'avais juste mon poste encore en tant que chargée de mission à l'association, donc où j'organisais, pour les étés, les séjours et puis, les formations des animateurs, des directeurs et cetera. Mais je pouvais quand même faire à distance, voilà, et j'ai commencé à, faire, plusieurs, projets donc là, encore une fois, c'est venu de personnes qui m'ont lancée là-dessus. C'était très drôle parce que, mon mari travaillait très, très loin de Hong Kong et du centre-ville, en fait, donc là où il travaillait, puisque c'est une usine de déchets avec, tous les déchets organiques, donc ça sent pas bon et généralement on les met assez loin, il avait pas du tout d'endroit pour manger là-bas et cetera, donc en fait, souvent, il prenait les restes du soir et puis, il amenait ça le midi. Et puis tous ses collègues lorgn étaient en train de regarder sa gamelle en se disant: «Oh là là, c'est quand même ça a l'air hyper bon ce qu'il mange», et à tel point que, un soir, où on sortait avec les collègues, il y a un de ses collègues qui me dit: «Écoute, si ça te motive, si tu fais un petit peu plus, moi je veux bien te payer la part en plus, parce que voilà, ça a l'air trop bien et j'aimerais bien avoir ça». Donc c'est parti d'un collègue et puis une autre collègue et puis encore un autre collègue et cetera et cetera, et donc là, bah, ça a commencé à grossir
et puis en fait, c'était plus que les collègues de mon mari, c'était aussi, à la Société Générale, qui était en bas de chez nous, des gens qui avaient entendu parler de moi ou à qui que j'avais rencontré, puis à qui je disais ce que je faisais et puis qui étaient intéressés et en fait, le concept, c'était que je faisais des lunchbox, bio, sans déchets, donc voilà et le plus possible local. Donc j'avais des lunchbox et alors, pour la petite, blague, c'est que lunchbox en hindi se dit tip and box et donc c'était la grosse blague quand j'étais en Inde, on m'appelait toujours tip and enfin, dès que je disais mon prénom, les Indiens étaient vraiment toujours morts de rire en se disant: «Mais pourquoi tu t'appelles, Lunchbox, quoi?» Enfin, c'est à mourir de rire. Tes parents, enfin, ils t'ont appelé Lunchbox, c'est quand même, pas très cool, quoi. Donc voilà et donc c'était génial parce qu'au final, j'avais tout de suite, le nom de la boîte, enfin le fonctionnement et j'ai cuisiné donc toutes les matinées pour, une dizaine, quinzaine, de personnes, à qui je livrais le midi donc les box et puis, j'avais aussi, cette spécialisation sur, les régimes alimentaires vu que moi-même j'avais, eu, quelques années auparavant un problème avec le gluten donc j'avais dû, le réduire drastiquement de mon alimentation donc c'est vrai que j'avais voilà, une sensibilité à tout ça. Donc ça, c'était les matins et puis, juste avant Noël, je préparais alors moi j'ai toujours, aimé, j'ai toujours été très, très créative, à faire beaucoup de bricolage, d'activités avec les mains et cetera. C'est quelque chose, voilà, je fais de la couture, de la peinture, enfin j'aime bien découvrir tout ça. Je le tiens de ma maman qui nous a toujours fait faire beaucoup d'activités, d'une de mes grand-mères aussi qui changeait à chaque fois et nous faisait découvrir tout plein de choses. Et au final, je faisais tous mes produits d'entretien et mes produits cosmétiques toute seule puisque à Hong Kong, j'étais, vraiment dans l'incapacité de trouver quelque chose qui soit, correct, et donc je faisais mes savons, et je m'étais dit: «Bah, c'est sympa comme cadeau de Noël, donc je vais en faire, hem, pour toute la famille, et donc j'étais en train de faire ça quand une copine arrive et me dit: «Mais c'est génial, c'est une trop bonne idée de cadeau, est-ce que moi aussi je peux en avoir? Je te les achète, ça fera plaisir à la famille» et cetera. Donc je dis: «OK, pas de problème», et ça commence comme ça. Et bien évidemment, encore une fois, le fameux bouche à oreille et cetera, je me retrouve avec des personnes, mais vraiment beaucoup, qui voulaient acheter des savons, acheter des dentifrices, acheter ceci, acheter cela toute la vraiment, toute la communauté française est venue à moi et donc là, je me suis dit encore une fois: «C'est pas forcément, comme ça que j'aime faire les choses, c'est pas mes valeurs. Moi, j'aime bien transmettre, j'aime bien rendre les personnes autonomes, c'est ma valeur principale. Donc allons-y, nous allons faire des ateliers» et à ce moment-là, ce qui était assez drôle, c'est que j'étais, en formation d'aromathérapie, donc je me suis rendue compte que les gens faisaient quand même des choses assez dangereuses avec les huiles essentielles, les utilisaient d'une manière qui pouvait, vraiment les affecter. Donc j'ai cumulé en fait une petite formation, de découverte aromathérapie avec, un atelier pour apprendre à faire ces soins et ces cosmétiques et ces produits d'entretien naturels et sur mesure. Donc c'était vraiment faire selon les besoins de chacun et que la personne reparte avec sa recette à elle et puisse le refaire de manière très facile chez elle. Donc ça a très, très bien marché. Les après-midi, je faisais des ateliers, puis je me suis, aussi, rapprochée d'associations pour faire avec, des immigrés ou bien des personnes, qui travaillaient, chez les gens qu'on appelle les helpers, à Hong Kong et donc je faisais des ateliers pour ces personnes-là qui ont un peu moins de revenus, un peu moins de capacité et qui avaient, voilà, plus de besoins donc j'avais, aussi des ateliers en entreprise, des workshops, j'ai fait pas mal d'ateliers en festival, participé à beaucoup de festivals, c'était super sympa et puis je vendais mes produits pour vraiment les personnes qui n'avaient pas envie ou voilà, qui n'avaient pas le temps de faire, leurs produits, ils avaient quand même le droit de commander mes produits, donc j'avais, fait mon site internet et cetera. Donc voilà pour ces projets-là et puis le soir, j'étais, tutrice pour 2 enfants, à qui, je faisais le CNED, donc les cours de français et avec qui je faisais des activités pareil, un peu créatrices et cetera. J'ai aussi à un moment, travaillé dans une école maternelle, où je faisais, des cours, de français à des enfants. Donc et puis je gardais des bébés, aussi, des copines, des connaissances, donc voilà. J'avais plusieurs, travails à la fois. Donc après j'ai arrêté mon travail avec l'association puisque,
j'avais plus beaucoup de temps avec, déjà toutes ces activités-là. Le service de lunchbox, il y a quelqu'un qui a voulu racheter pour grossir la chose, mais du coup, ça a changé un peu le concept. Encore une fois, ça a enlevé un peu, l'âme du projet, donc au final, j'ai préféré, tout simplement, arrêter, pas forcément, revendre, la chose. Et puis après, nous sommes, repartis en France puisque, bah, le travail, de Pierre s'arrêtait. Moi, j'étais enceinte et j'avais pas du tout envie d'accoucher et puis de vivre, une vie de famille à Hong Kong, donc nous sommes rentrés et j'ai fait ma pause, maternité, pendant 18 mois où j'ai, gardé, ma petite puce et j'ai pris le temps d'apprendre, de découvrir, de grandir, de tomber, de me relever et puis on a construit aussi, cet équilibre à 3 et donc ça voilà, ça nous a pris aussi du temps de devenir parents et de devenir des parents heureux surtout, d'être épanouis, tous ensemble. Donc on a vraiment voulu faire cette pause, heu, pour construire ça et j'en suis vraiment contente et reconnaissante maintenant. Je pense que ça a été, extrêmement fort. Ça a été une période compliquée mais très importante et qui au final, maintenant, est loin derrière et on voit, à quel point ça nous a, permis de nous sentir bien maintenant donc on est content de ça et quand j'ai voulu reprendre le travail et l'activité, après mes 18 mois, heu, encore une fois, au final, j'avais vraiment passé, 18 mois encore plus intensifs à me reformer au niveau de la pédagogie de la petite enfance, sur l'aménagement Montessori, sur, tout ça. J'avais fait ma formation de naturopathe, de sophrologue, donc j'avais plusieurs formations que j'avais terminées. Alors j'ai hésité à faire des bijoux puisque c'était un moment où je faisais beaucoup de bijoux, de création et que pareil, on m'en achetait beaucoup comme ça de main à main. Donc j'avais voulu un peu officialiser la chose. Puis au final, j'avais beaucoup de mamans qui venaient à moi désemparées, qui ne savaient pas, comment aménager l'espace, comment s'occuper de leur enfant, quelle activité proposer et cetera et je me rendais compte surtout que les parents n'y connaissaient rien en fait en enfants et en parentalité. Enfin, c'est pas grave, c'est pas un jugement, c'est juste qu'au final, on n'a pas de cours sur la parentalité, on n'a pas de cours sur les enfants et du coup, on sait des choses, mais qui sont des choses, en fait, des générations d'avant et qui sont plus du tout d'actualité. Mais au final, par rapport à tout ce qui est études des neurosciences et tout ce qui est sorti ces dernières années, les gens, sont pas du tout au courant. Et donc me rendant compte de ça, beh, pareil, il y a quelques mamans qui ont commencé à me demander: «Mais tu veux pas, me faire un petit atelier, pour, me donner plein d'idées d'activités ou m'aider à aménager la chambre de mon enfant et cetera. J'ai, été, nounou très rapidement du coup pour des jeunes enfants donc là même au début je gardais ma fille avec les autres enfants, donc j'ai commencé avant les 18 mois, j'ai commencé un peu avant aux 12 mois. Mais donc c'était, super parce que je pouvais être avec ma fille et je gardais d'autres enfants et ça me permettait de travailler et puis j'ai continué ça pendant quelque temps et puis à voir, vraiment le désespoir des parents, la difficulté de devenir parent, de ces étapes-là et comme j'étais passée par là, la première année, de parentalité, mais où j'avais moi mes connaissances en tant que professionnelle de la petite enfance et de toute l'expérience que j'avais déjà dans ce domaine, depuis des années et bien, c'est vrai que j'ai proposé des ateliers assez rapidement, qui et puis j'ai travaillé du coup pour des plateformes de parentalité, pour, proposer des ateliers parentaux. Donc, sur des thématiques, sur le développement de l'enfant, sur tout ça mais pour moi, ça n'allait pas encore assez loin dans le sens où pour moi, il y avait vraiment des blocages au niveau des parents, au niveau d'eux-mêmes, un travail à faire sur soi avant tout pour pouvoir ensuite comprendre son enfant et accepter que c'était un enfant et que voilà et puis éviter aussi les schémas, répétitifs, de familiaux et cetera. Donc en fait, j'ai vraiment eu ce sentiment d'aller encore plus haut et de remonter encore plus à la source et j'ai, commencé à faire de l'accompagnement en EFT, donc c'est de la libération émotionnelle par le tapping. Donc comme je m'étais formée à Hong Kong en médecine chinoise, à la fac, à la fin, quand j'étais enceinte. Du coup, j'avais quelques notions et donc j'ai complété avec une formation, en libération émotionnelle par le tapping et j'ai commencé à proposer des ateliers qui permettaient de libérer les émotions pour les parents.
Donc voilà et au final, au fur et à mesure, sont venus les ateliers EFT, les protocoles de Natacha Calle-Strémé, la libération émotionnelle, les soins énergétiques et tout ce que je propose aujourd'hui. Donc maintenant, je vous ferai un autre épisode pour vous parler en détail de ce que je fais maintenant, qui m'a, encouragée, accompagnée dans tout ce processus, mais c'est encore un autre épisode. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à très vite pour un nouvel épisode d'Un jour, un éveil, le podcast où on vous parle de spiritualité de manière décomplexée.